pense qu'à mon avis, il y aura... Enfin, voilà, ça prête quand même à se poser un certain nombre de questions, ce genre de film. Alors, moi j'ai envie de, bien sûr, de commencer et demander à Rafi Pitt. D'abord, je crois que vous êtes, arrêtez-moi si je me trompe, mais irano-américano-français. Non, Pas du tout. Voilà. Je commence bien. Mère iranienne, père anglais, beau-père. Ah, anglais, voilà, c'est ça. Mère iranienne, père anglais, ouais, d'accord. Alors, l'idée de faire ce film, en fait, il me semble que ça vous a été inspiré un peu par votre histoire personnelle. Racontez-nous un petit peu, en fait, comment c'est venu. Un film ne se fait jamais pour une seule idée. C'était à un moment donné, venant de 3 endroits différents, étant à chaque fois renvoyé par un endroit à l'autre. J'ai toujours voulu adresser cette histoire-là, mais je ne trouvais pas un angle pour le raconter. Et j'ai toujours eu une obsession avec les frontières. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absurde dans les frontières. Elles sont autant dans la tête que sur les territoires, à l'intérieur des villes. Enfin, j'ai toujours eu une obsession avec ça. Mais j'arrivais pas à trouver une histoire qui pouvait résumer ça. Donc en fait, je vous raconte ça, mais un film pour moi ne se fait pas que sur une seule idée. Tout cinéaste fait son film. Après, on est peut-être les plus mauvais pour parler de ce qu'on voulait vraiment faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est pas le processus de ce que je faisais. Ça a commencé avec ça. J'ai essayé de questionner ça et je recherchais tout ce qui pouvait toucher aux frontières. Et la frontière que j'ai toujours trouvée la plus absurde était la frontière américano-mexicaine. Parce que après le 11 septembre, sous une loi qui s'appelle le Patriot Act, Bush a renvoyé beaucoup de latinos qui travaillaient en Californie et en leur proposant de rejoindre l'armée en échange de rester. Et la Californie est un endroit fascinant parce qu'il, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je veux dire, dans son histoire, elle appartenait au Mexique. Donc c'était cette violence-là. Et puis les États-Unis, c'est un pays que je trouve fascinant aussi parce qu'elle n'appartient à personne. C'est-à-dire c'est que des immigrés. C'est un pays d'immigrés. C'est un pays jeune d'immigrés. Donc petit à petit, l'histoire s'est construite comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur les Green Card Soldiers et leur réalité. Et puis après. Mais à chaque étape, le film s'est réécrit. Mais au départ, vous vouliez vraiment situer cette histoire à la frontière américano-mexicaine. Oui, ça c'est devenu le départ de l'histoire. Après, je me suis mis à l'écrire avec un scénariste formidable roumain qui s'appelle Razvan Radulescu. Donc on s'est mis à l'écrire, mais on l'écrivait entre... Alors ça aussi c'était étrange parce qu'on l'écrivait entre Paris, Berlin et Bucarest. On se retrouvait à chaque fois et on écrivait cette histoire. Et pour vous dire le processus, là encore, c'était toujours la réécriture qui était importante. Parce que je ne suis pas américain, Razvan non plus. Donc on est en train d'écrire avec une image de ce qu'on pouvait avoir de tout ça. Et là, pour moi, le scénario a continué à s'écrire une fois que je suis parti aux États-Unis, et une fois que j'ai rencontré les vrais Green Card Soldiers, et les acteurs, et les non-acteurs, et toutes les gens qui ont fait le film, parce que c'est marrant, souvent on se retrouve là en tant que cinéaste à vous parler, mais c'est un film qui a été fait par plusieurs personnes. Vraiment, c'est pas de la modestie, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que les acteurs dans le film, qui étaient souvent surpris, les Américains, je leur disais toujours, mais oubliez le scénario, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ce scénario, c'est votre histoire, donc racontez-le de votre point de vue. Et à chaque fois, eux, ils rajoutaient un angle à cette histoire qui était la leur. Quand vous dites les Américains, vous parlez de qui, par exemple? Par exemple, Michael Harney, qui joue le père un peu fou. On ne sait pas très bien de quel côté il est. On l'avait écrit, il avait son rôle, mais l'idée qu'il soit un ancien militaire, ou la manière dont il s'énerve à essayer de demander à cette jeune de ne pas rejoindre l'armée, c'est des choses qui viennent de lui. Les acteurs, tous les acteurs, il n'y a
pas, ça a même changé. Le sergent dans le scénario, il parlait même beaucoup. Là, je pense qu'il dit 2 mots. Oui, en fait, c'est vrai que, d'après quand je lis un petit peu comment vous avez travaillé, vous dites que, en fait, bon, il y a un scénario, bien sûr, mais en fait, au fur et à mesure du film, c'est ce que vous êtes en train de dire, en fait. Vous adaptez, en fait, en fonction un petit peu de ce qui se passe avec les gens qui sont sur place. Là, ça bouge, en fait, tout le temps. Oui, parce que en fait, quand je travaillais en Iran, je travaillais souvent avec des non-acteurs. Avec les non-acteurs, on essayait d'apprendre leur réalité pour ne pas les trahir. Et paradoxalement, quand je me suis retrouvé aux États-Unis, c'est la même chose. C'est le peur de trahir l'Américain, parce que je ne voulais pas faire un film qui serait des clichés de ce qu'eux, ils ressentaient. Donc j'avais besoin qu'eux-mêmes me donnent... Alors, j'acceptais pas tout non plus, c'était pas... Un film ne s'improvise pas. Mais les gens qui ont participé dans le film, ils ont vraiment offert des scènes au film. Ils ont offert un angle au film. Que ce soit le chef opérateur, toutes les gens, le plaisir de faire ce film, c'était que j'avais vraiment l'impression d'être dans un groupe de gens qui donnaient, qui étaient généreux. Et moi, j'avais ce parano de ne pas vouloir trahir mes Américains réels, en fait. Combien de temps ça vous a pris pour faire ce film? C'était très long parce que c'était long à financer. En fait. Alors, pourquoi, justement? Parce que je suis iranien. Que tout le monde se demandait ce que j'allais faire avec le Mexique et les États-Unis, et qu'est-ce qui me rendait légitime de faire ce genre de film. Donc c'était long. On a mis un bon moment à essayer de convaincre les gens pour faire le film. D'ailleurs, si ce n'était pas grâce aux Français ici présents et d'autres, j'ai eu de la chance qu'on ait réussi à le faire, parce que c'est vraiment pas évident à faire. Et par ailleurs, ce qui me choquait dans l'aventure, c'est que les États-Unis ne l'avaient jamais adressé, cet sujet, alors qu'il existe depuis longtemps, et que souvent, ils sont à la recherche d'histoires de guerre. Et j'étais surpris qu'ils n'avaient jamais fait un film sur les Green Card Soldiers. C'est un peu tabou, non, peut-être? Peut-être, mais alors ce qui était marrant pour l'anecdote, moi j'étais convaincu de pouvoir convaincre l'armée américaine de nous aider. Je me disais, on pourrait quand même, il n'y a pas de raison. Et sur un film, ce qui coûte le plus cher, ce genre de film, c'est les matériels militaires américains. Donc j'ai envoyé le scénario, j'ai même rencontré un sergent qui s'occupait de la partie cinéma. Et au final, ce que j'ai trouvé... Ce qui m'a vraiment fait sourire, c'est que je me suis retrouvé avec une liste de ce que je devais changer pour que les Américains coopèrent avec le film. Alors, donnez-nous quelques exemples, par exemple, sur le matériel. C'était beaucoup plus à la gloire des Américains. Mais il y avait des choses aussi, des détails, j'essaie de me souvenir comme ça, mais des trucs très bizarres, où il me corrigeait aussi sur des scènes avant qu'il arrive dans la zone de guerre. J'ai pas des trucs très précis dans ma tête, mais je les ai gardés, hein, donc un jour on pourra me le montrer. Et où est-ce que vous avez tourné? On a tourné aux États-Unis, mais le désert était très difficile à trouver, parce qu'un désert qui ressemble à peu près à mon idée d'un no man's land dans le Moyen-Orient, c'était assez compliqué à trouver. Et on a mis du temps à le trouver. Ce qui est très étrange avec le lieu que vous avez vu là, c'est que il y a une partie qui ressemble à l'Afghanistan, une autre partie qui ressemble à l'Irak. Pour moi, c'était important qu'on n'arrive pas à définir le lieu précis, parce que ce n'était pas mon préoccupation par rapport au film. Mais pour le soldat qui nous a aidés, qui était un vrai Green Card Soldier, et qui nous a beaucoup dit, lui aussi, il fait partie de ceux qui a offert... Celui qui est venu à Berlin avec toutes ces décorations. Oui, qui depuis, alors j'aime bien le dire parce que quand même ça fait un truc, après le festival de Berlin, ils lui ont donné son permis de retour. Oui, ça sert à quelque chose les festivals, hein, en fait. Oui, comme quoi les festivals, Est-ce que quelqu'un a une question à poser?
bonsoir, bravo pour votre film. J'avais en fait deux petites questions. La première, c'était savoir si les scènes au début de frontière entre le Mexique et les États-Unis sont réellement filmées à des frontières, ou si vous avez reconstitué ça. Et dans ces cas-là, est-ce que ça n'a pas été trop dur d'obtenir les autorisations pour ça? Puis la deuxième question concerne l'image finale. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre en compte que les autres soldats le rejettent comme ça, sachant qu'il n'est pas un vrai soldat, ils le rejettent face à sa mort certaine dans un pays hostile, ou qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la dernière image? Voilà. Merci beaucoup. Okay. Le tournage par rapport aux frontières, la frontière qu'il traverse, vous voyez le feu d'artifice, c'est l'ancien vraie frontière. Maintenant, il a changé, parce qu'en fait, il y a un mur que les Américains ont dressé de l'autre côté, qui n'existait pas avant. Et le Mexique... Alors, les Américains ne nous ont pas donné l'autorisation de tourner là, et le travelling s'est arrêté à la limite du Mexique. Parce qu'il y a, entre les deux frontières, il y a un endroit fictif qui est un peu le no man's land de chacun. Et les gardes frontières mexicains qui étaient très fiers voulaient absolument nous aider à arriver jusqu'aux limites. L'acteur, par contre, il court jusqu'aux États-Unis. Donc on a failli avoir des problèmes, mais il n'y avait que 2 prises. Donc c'était pas un vrai problème. Les feux d'artifice partaient aux États-Unis, et ça les a un peu agacés. Après, pour le match de volley, là on était un peu obligé de tricher, parce que maintenant, si une balle passe, et ça date de 2008, une balle ne peut plus passer comme ça sur un mur, parce que les gardes frontières arrivent tout de suite. Donc on était obligé de reconstruire le mur, une partie du mur, on a joué contre le vrai, pour que les caméras bougent, on essayait de les énerver pour qu'on puisse filmer les caméras de surveillance qui bougent, mais bon, enfin, c'était... La fin du film, alors la fin du film, tous mes films c'est à peu près pareil, je pense que ce que vous pensez vous, ce que vous ressentez vous est la fin du film. Moi à chaque fois je ressens des choses différentes, hein. Même en montage, il y a des choses différentes qui me passent par la tête, mais c'est surtout par rapport à une émotion de ce que je ressens quand je vois ce type seul avec une mitraillette dans le désert. Je pense qu'il... Mais c'est juste des sentiments. C'est même dommage. Là, je vous le dis parce que vous êtes la première personne à me poser la question. Donc il faut que je m'habitue à ça. Mais je sais pas, pour moi, c'est la solitude d'un gamin avec une mitraillette. Ça résume à peu près ce que je ressens par rapport à lui. Le film n'a rien de réel non plus. Mais l'émotion, je pense que je ressentais quand on faisait le film est réelle. C'est pour ça que c'est oui, il y a plusieurs fins pour moi. En fait, on prend celle qu'on veut. En fait, je pense que ouvert au spectateur. Je dis toujours que j'aime bien les 3 points de la fin des phrases. Je déteste un point. Et dans le cinéma, encore plus. Une autre question? Quand vous dites qu'il n'y a pas de... L'Amérique n'appartient à personne, vous faites quoi des Indiens d'Amérique du Nord? Oui, non mais malheureusement ça ne leur appartient pas. Justement, ça n'appartient à personne parce que ça ne leur appartient pas. Si ça leur appartenait, on pourrait dire que ça appartient aux Indiens d'Amérique du Nord, mais ça ne leur appartient pas. Mais ils y vivaient en respectant la terre. Oui, mais ça ne leur appartient pas, c'est juste ça que je voulais dire. C'est un pays qui me fascine parce que... Des êtres humains qui vivaient oui, bien sûr. En harmonie avec la nature. Oui, mais je dirais, je suis pas non plus contre je veux dire, je suis pas contre ça, mais ça leur appartient pas. C'est ça que je trouve fascinant dans ce pays, c'est que il n'appartient à personne. S'il appartenait encore aux Indiens d'Amérique du Nord. Ben alors, c'est pareil pour l'univers entier. Bah oui. L'Iran n'appartient pas. à personne. Non mais c'est intéressant la question que vous posez parce que moi j'ai envie de rebondir en disant en fait ce film
c'est moins une question d'identité que d'appartenance, en fait, fondamentalement. Les deux, pour moi, là, elles s'ensemble, hein, c'est pas... Mais quand je dis... Parce que les États-Unis, c'est un pays qui est très dur avec les immigrés, comme beaucoup d'autres pays. Le thème du film ne concerne pas que les États-Unis. Par ailleurs, je n'ai rien contre les Américains. Ce qui me fascine, moi, c'est l'homme dans son être. Et son obsession à penser qu'il a raison. Et son obsession à penser qu'il doit dominer. Alors, les États-Unis, là où il est fascinant, justement, pour ce que vous venez de dire, c'est que les gens à qui le pays appartient, qui l'ont perdu atrocement, les Américains d'ailleurs ne se sont jamais excusés envers des Indiens ils ont été pris par des immigrés qui sont devenus violents avec les immigrés. Et il y a tout un jeu qui se fait autour de ça, alors que, au fond, ils représentent le monde entier. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller là-bas. Parce que ce genre de film, on peut le raconter dans d'autres pays. En France, vous avez la Légion étrangère. En Iran, les Afghans rejoignent l'armée iranienne pour la même chose. Mais ce qui m'intéressait vis-à-vis des États-Unis, c'est que le monde entier s'identifie. Alors, on peut le critiquer, mais tout le monde est là-bas. Le monde entier est représenté là-bas, dans l'être de ce pays. Je me souviens, c'est Godard qui disait que c'est le pays qui n'a pas de nom. Et je trouvais ça intéressant. C'était il y a longtemps qu'il disait ça, et je trouvais ça intéressant, parce que ça résumait ce que je ressentais. C'est un... Voilà. D'autres questions? Non? Alors, si je reviens un peu sur le film, parce que monsieur a posé la question, on a parlé de la fameuse scène de volet, justement, entre les murs. Bon. Il me semble que cette scène de volet, en fait, vous a été inspirée par une scène très particulière. Ah oui, oui. En fait, cette scène, le volet a existé. C'est pas quelque chose que j'ai inventé de mon imagination. Quand j'étais à Tijuana et que je posais des questions sur ce mur a existé. La chose qui m'a frappé aussi en étant à Tijuana, c'est que les Mexicains eux-mêmes, à Tijuana, s'en foutaient du mur. Alors que nous, extérieurs, on le regarde avec c'est tragique, ce mur. Les gens de Tijuana, ils disent, il est là. Ils n'ont pas ce rapport-là. Donc, ils le regardent à la légère. Et c'est eux qui m'ont raconté que même ils jouaient au volley. Les Américains qui ont arrêté ça. Par ailleurs, j'ai vu une scène qui était très violente, où il y avait un green card soldier qui avait fait la guerre de Vietnam, qui mourait. Il est mort d'une maladie. Et l'armée américaine faisait ses funérailles du côté américain du mur. Ce qui m'a frappé et ce qui était violent, c'est que toute la famille de ce soldat était du côté mexicain du mur. Et donc ils assistaient aux funérailles en regardant à travers le mur. À un moment donné, un officier prend le drapeau, il le range comme ce qu'on a tourné dans un cimetière, et il l'amène de l'autre côté du mur et il le donne à la mère de ce soldat pour qu'il puisse traverser. La scène était tellement violente que j'avais l'impression que si je tournais cette scène, je faisais un film anti-américain. Ce qui n'était pas mon but. Parce que il y a l'État américain, mais il y a aussi le peuple américain. Et j'avais ce pressentiment que ça allait partir dans un truc beaucoup plus tragique, beaucoup plus sombre, un peu comme aussi un regard extérieur. Alors que si je tournais le volet, je restais fidèle à mon côté mexicain du mur, qui n'était pas... le mur n'empêchait pas d'exister. Donc j'ai décidé de tourner le volet. Question? Non? Dans la partie militaire du film, quand on est spectateur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ils sont là, ils attendent, c'est très long, etc. Vous avez sans doute senti ça aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où effectivement ils sont là et
qu'est-ce qu'ils font? Ça se passe vraiment comme ça? C'est-à-dire qu'ils sont là et ils attendent jusqu'à ce qu'il se passe tout d'un coup quelque chose? Pas tout à fait comme dans le film, mais parce que j'ai rencontré beaucoup de soldats américains aussi par ailleurs. D'ailleurs, les noms, la Compton, le Bronx, pareil, c'est pas moi qui les ai inventés. Dans le scénario, ils avaient des prénoms. Et ils m'ont expliqué qu'ils ne s'appelaient jamais par les prénoms, parce que s'il y en avait un qui mourait, ils ne voulaient pas être trop proches. Donc ils se donnaient des surnoms, et en général, c'était les noms de quartier. Donc ça, c'était pas une invention. Par ailleurs aussi, comme je voulais leur parler, et ce qui est venu le plus souvent de leur part, c'est l'ennui dans la guerre. Contrairement à ce qu'on montre souvent dans le cinéma, il y a vraiment cet ennui, cette attente dans la chaleur, sans que rien se passe. Il y avait ça. Mais évidemment, on l'a poussé un peu à l'absurde. C'est un peu l'absurdité de la chose, parce que c'est aussi un film, un type qui, au départ, a des problèmes avec les gardes frontières, doit devenir, pour moi, un garde frontière, ce qui est le cas de Nero, etc. Et puis, comme si on attendait Godot, il y a beaucoup de choses. Mais l'ennui est réel. C'est ça. Et alors cet acteur qui joue Nero, justement, racontez-nous un peu, c'est un premier rôle pour lui, comment vous l'avez dégoté, est-ce que... comment ça s'est passé? Là aussi c'était fascinant parce que au début je voulais prendre un non-acteur, un non-professionnel, et j'ai passé beaucoup de temps à aller voir des mécaniciens, des gens, comme mon système en Iran. Et j'en ai trouvé plein qui étaient très bien. Pourquoi des mécaniciens? Parce que les mécaniciens sont toujours des bons acteurs, ils savent mentir comme personne. Donc j'ai toujours ce truc d'aller chez les mécanos comme ça. Et j'en ai trouvé plein. Et ils n'avaient pas leur papier. Et pour la plupart, ceux qui étaient intéressants pour le film n'avaient pas leur papier. Et donc du coup, c'était pas le problème tant aux États-Unis, c'était comment les amener au Mexique pour les ramener. C'était un problème. Donc j'ai compris qu'il fallait que je cherche les acteurs. Et là, c'est aussi la différence culturelle que j'ai trouvé fascinant. À chaque fois aux États-Unis, il y avait aussi des directeurs de casting qui m'ont beaucoup aidé. Mais ce que eux, ils me présentaient comme acteur pour ce film étaient souvent des beaux types un peu mannequins, grands, carrés, comme ça, qui ne ressemblaient pas au Nero que je cherchais. Parce que moi, en tant que cinéaste, je suis très mauvais pour diriger les acteurs s'ils n'ont rien qui se rapproche au personnage. Je ne pourrais pas aider un acteur à devenir quelqu'un d'autre. Je n'y arriverai pas. Par contre, je peux essayer d'amener ce qu'il y a de réel en eux qui m'intéresse dans le film. Et dans les acteurs comme Michael Haney qui joue le père, il l'a compris. En fait, ça lui a donné une sorte de liberté de raconter aussi quelque chose qui est personnel à lui, que le spectateur ne verra pas, mais que pour lui, il l'a exorcisé. Nero, c'est un gamin qui a une vie très dure dans la réalité. Il était dans une gang, il est allé en prison, il n'a pas vraiment eu d'enfance. Et en sortant de prison, il s'est retrouvé avant mon film, c'est comme ça que j'ai appris qu'il existait. Il a joué le rôle d'un petit criminel dans une série américaine qui s'appelle American Crime. Et il était en train de le tourner au moment où je l'ai rencontré. Après, j'avais peur qu'il change lui-même. Et il a changé. Et c'était peut-être le plus difficile à diriger. Parce que quand vous avez un homme professionnel qui se croit professionnel, c'est très dur de le défaire de ces choses-là. Mais il était généreux aussi. Et le vrai soldat qui était là, etc., comment ça s'est passé avec lui? Est-ce qu'il a participé au scénario? Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Est-ce qu'il a dirigé un peu Nero? Comment? Parce que vous avez été en collaboration avec lui quand même. Oui. Le scénario n'a pas vraiment changé. Le scénario est à peu près comme il est. C'est dans les scènes. Quand je vous dis qu'on a donné des choses, je vous donne un exemple très concret, c'est la scène de danse. Ce type qui se met à danser autour de la voiture. On n'avait pas dans le scénario. Dans le scénario, la voiture passait. Et là, c'est le sergent qui avait donné tous ces dialogues
D'ailleurs, il n'était pas censé mourir. C'est celui qui dansait qui était censé mourir. Il y a des choses comme ça. Mais ça, c'est entre la collaboration des acteurs. Et le sergent m'a dit, il m'a montré, il m'a appelé un soir, il m'a dit viens voir. Et j'ai vu sur YouTube une scène d'un soldat anglais qui dansait autour d'une voiture afghan. Évidemment, on s'est dit que ça serait beaucoup mieux que la voiture, parce que ça raconte tellement plus de choses. Pour revenir à Nero, excusez-moi, j'ai dévié comme ça. Pour revenir à Nero, c'était chaque acteur aussi, parce que on parle toujours des acteurs comme si c'était la même personne. Comme l'équipe, d'ailleurs, les gens ont des caractères très différents les uns des autres. Donc on ne les dirige pas du tout de la même manière. C'est en fonction de leurs besoins ou en fonction de leur personnalité. Avec Nero, j'étais peut-être le plus dur, parce que je l'isolais, parce que je voulais qu'il se ressente perdu. Les deux acteurs noirs, ils étaient ensemble, ils avaient à peu près le même rapport. Le sergent, il était le même quand on arrêtait, quand on retournait dans le camp, c'était le même. Mais ce que je trouve intéressant dans le cinéma, c'est quand on arrive à aller au-delà de ce qu'on a écrit. Parce que si on tournait le scénario mot par mot pour ce qu'il est, certains cinéastes le font très bien, mais je trouve ça dommage, on pourrait le publier. Donc j'essaye d'améliorer l'écriture de départ. Bon. Il y a une question. Peux-tu expliquer si les hélicoptères dans le film sont symboliques ou non? Oui et non. Oui et non. Je veux dire, ils ont pris une place plus au montage qu'au tournage. Parce que, par exemple, la scène du début, quand le type parle de l'éléphant et du fourmi, n'existait pas dans le scénario. Dans le scénario, il était en train d'expliquer comment faire une omelette. Et le type qui était un mécano, lui, pour le coup, c'était pas un acteur. À chaque fois qu'il expliquait un omelette, moi je suis pas très fort en cuisine, je m'en fous un peu. Razvan n'était pas là, lui il adore la cuisine. Enfin, donc je lui ai dit, je lui ai raconté cette histoire que je racontais quand j'étais gamin. Parce que les hélicos en plus n'arrêtaient pas de passer. Donc je lui ai demandé Et petit à petit, l'hélico a pris plus d'importance. Les hélicos, à part celui qui tourne autour de nos personnages dans le désert, les autres hélicos, c'est des hélicos réels. On ne les a pas loués pour les filmer. Il y en a qui sont des hélicos de l'armée mexicaine, d'autres qui sont des hélicos du frontière américain. Puis après, c'est devenu une écriture sonore aussi. On entend souvent les hélicos alors qu'ils ne sont pas là. Et puis par ailleurs, je suis allé 9 mois avant le tournage pour ressentir tout ça. Et je crois que l'hélico, et c'est en ça que c'est intéressant une fois qu'on a fini un film, qu'on commence à voir les choses, mais à Los Angeles, il n'y a que ça, les hélicos. On les entend tout le temps. Donc en sonore, c'est les hélicos. Après, petit à petit, ces choses-là se rajoutent au film, même parfois inconsciemment. Et ce n'est qu'au final qu'on le réalise. Je pense que même le film, si je le vois d'ici 1 an, je verrai peut-être autre chose. Mais il y a une part de symbole, mais il y a aussi la réalité de cette folie de gens qui contrôlent en voyant les fruits. Oui, j'avais une question annexe. N'y a-t-il pas un risque d'extrapolation d'un sujet très particulier qui est l'immigration clandestine ou pas clandestine, puisqu'en fait de compte il était américain et tout ça, et n'y aurait-il pas une dérive après de voir cette société américaine comme très injuste, violente, malgré que ce soit le milieu militaire? Bon, mais les militaires ils font bien de la société, hein. Voilà. C'est pas traité, c'est pas le thème du film, ça je sais très bien, mais on pourrait se poser la question, les États-Unis, c'est quoi? C'est pas toujours l'image de la démocratie qu'on peut bien nous montrer dans les discours, Oui, mais voilà. Moi, c'est une question personnelle. Hein. Mais par ailleurs, alors parce que
je comprends tout à fait votre question, mais pour moi c'était une préoccupation aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est pas de... Il y a des jeunes, quand on faisait le scénario d'ailleurs, avec Razvan, je me souviens, on avait fait une version, parce que lui était un peu plus anti-américain que moi, qui était beaucoup plus critique, où l'immigré était le pauvre dans l'histoire, et il était seul à être malheureux dans son histoire. Et moi j'avais cette obsession de vouloir des soldats américains qui étaient aussi mal barrés que lui. Et pour moi, à partir du moment où on arrive dans la zone de guerre, ils sont égaux. C'est des jeunes gens qui sont paumés au milieu d'un désert en pensant qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont dans l'armée. Et c'était ça mon préoccupation dans la deuxième partie du film, parce que j'avais l'impression que dans l'écriture, dans la première partie, on disait voilà une histoire terrible, ce qui arrive à un immigré clandestin ou à un gamin qui a grandi aux États-Unis et qui se retrouve forcé dans cette situation-là. Mais une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Et maintenant, on va dire aussi qu'il y a une autre partie, le miroir, si vous voulez, de sa situation à lui, c'est ces autres gens qui sont aussi dans cet endroit paumé, comme les autres. Et pour en revenir à votre question de l'image de fin, pour moi, ce n'est plus juste Nero. Chaque fois que je le vois, c'est juste les gamins paumés, abandonnés avec des mitraillettes, qui peuvent aussi devenir des ennemis, pareil. C'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Quand je le vois, quand il regarde et qu'il s'en va, je me souviens, il y avait des gens qui me disaient « mais tu devrais enlever son mitraillette en Photoshop ». Et moi, j'aimais cette mitraillette, parce que le danger vient de cette mitraillette. Qu'est-ce qu'il fera après, lui, si on continue à le rejeter? D'ailleurs, est plus grande que lui. Hein. Oui. Encore une question? Juste un... Oui. Pardon. Merci, monsieur. Ce film est dédié aux Green Card Soldiers et je voulais savoir, d'après vous, combien de ces soldats existent-ils actuellement dans l'armée américaine? Et la deuxième question, ils deviennent automatiquement américains dès l'instant qu'ils endorsent l'uniforme américain, donc ils doivent avoir le Social Security Number. Mais là, dans le film, on avait l'impression qu'il était complètement paumé et s'il avait son numéro, il serait sauvé. Je vous explique ce qui est triste avec les Green Card Soldiers et ce que j'ai rencontré moi à Tijuana. À Tijuana, il y a un camp de Green Card Soldiers déportés. Et c'est ce qui m'a choqué. Parce que je ne pensais pas que ça existait. Dans le scénario de départ, je trouvais que l'histoire était assez dure comme ça. Et après, une fois que je les ai rencontrés, j'ai voulu savoir pourquoi ils avaient été déportés. Là, je ne l'explique pas dans la dédicace, parce que je ne pensais pas que c'était... Dans l'armée américaine, il y a à peu près 30 000 Green Card Soldiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le 11 septembre, quand Bush a passé le Patriot Act et il a commencé à les mettre dehors, beaucoup de ces gens étaient parano à l'idée qu'on les accepterait comme soldats. Donc beaucoup de ces jeunes gens ont acheté des pièces d'identité qu'on peut acheter. Je peux vous acheter un Green Card Soldier avec un Social Security, un numéro à Los Angeles pour $50. C'est pas très difficile. Le conseiller militaire qu'on avait sur le film, Daniel Torres, lui, c'est ce qui lui est arrivé. Il avait passé toute son enfance à Los Angeles. Ses parents ne s'étaient jamais préoccupés des papiers. Et lui, il n'était même pas sur le point d'être déporté. Il le faisait par patriotisme. Et il est allé pour se mettre dans l'armée. Et il m'a dit que quand il est arrivé, l'officier lui a dit « Tu es né où ?» Et il a dit « Tijuana ». Et l'officier lui a dit « Ah ça, là je ne peux pas t'aider, tu ne peux pas rejoindre l'armée. Par contre, si tu avais un papier qui me disait que tu étais né peut-être à San Diego, parce que c'est la frontière entre eux, là, il n'aurait aucun problème. » Et il m'a parlé, il m'a sous-entendu que si je me débrouillais, tout irait bien pour moi. Donc il s'est retrouvé dans l'armée comme ça. Il a acheté sa pièce d'identité, il est parti en Irak, il a fait 4 ans la guerre en Irak, il a eu des médailles,
il est passé de soldat à sergent, tout allait bien, il était convaincu d'être américain. Et il a perdu ce pièce d'identité. Et donc il ne se souvenait plus de ce que c'était ce numéro de sécurité sociale sur son papier. Alors ça c'est dans son cas à lui. Dans d'autres cas, qui sont très tristes aussi, beaucoup de ces gens qui ont rejoint donc l'armée américaine partent faire la guerre. Ils n'ont même pas été déportés, ils le font par patriotisme. Les latinos, ils partent faire la guerre, ils reviennent et ils ne se préoccupent pas de leurs papiers. Parce qu'ils sont convaincus d'être américains. À partir du moment où ils ont mis l'uniforme américain, c'est les Américains. Et après, ils font des conneries. Il y en avait un qui s'était fait arrêter parce qu'il avait acheté de l'herbe. Et donc, il s'est retrouvé expulsé à Tijuana, qu'il n'avait jamais connu. Il est cuisinier maintenant à Tijuana. Alors que lui, il avait servi 6 ans à l'armée américaine. Et il ne comprend toujours pas pourquoi ça lui est arrivé. Il y en a une autre, il s'est retrouvé dans un bagarre avec un policier. Pareil, il s'est fait déporter, il pensait qu'il était américain. C'est celui qui a créé le centre pour les déportés à Tijuana. Donc c'est alors les démocrates et les républicains se sont beaucoup battus sur l'idée, il y en a dans les deux camps qui pensent qu'il faudrait légaliser ces soldats déportés. Mais dans la grande majorité aux États-Unis, au Congrès, on dit qu'une fois qu'on a commis un crime, on n'est pas américain. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'espoir, sauf maintenant où notre ami Daniel Torres est le premier déporté à avoir reçu ses papiers d'identité américains. Et c'est vrai que, bon, on a toujours du mal à penser qu'un festival ou un truc peut aider quelque chose. Mais finalement, le fait qu'il soit venu du Mexique, qu'il ait porté son uniforme sur le tapis et qu'il y ait tout un truc autour de ça, l'a aidé. Et lui, maintenant, il se bat pour aider les autres à avoir la même chose. Monsieur, Pourriez-vous nous expliquer... on va vous donner le micro, monsieur. Pourriez-vous nous expliquer le sens de passage dans cette maison de riche, là, que tout d'un coup, là, le décor, tout change, de montrer quel était le but. Voilà. Je voulais passer du rêve d'un enfant, un endroit paradisiaque, à l'enfer du même enfant. Pour moi, l'enfer, c'est quand son frère lui dit « fais gaffe à toi ». Pour moi, je ne sais pas, j'ai une formidable monteuse qui doit être ici, Daniel, qui a fait cette coupe que je trouve d'une violence. Et ça, c'est vraiment la sienne. Quand elle l'a fait, j'étais... Parce que c'était un passage violent aussi. Pardon ? En comparaison avec C'est un passage violent aussi. Oui, mais c'est un endroit aussi un peu imaginaire. C'est un paradis violent. Oui. Parce que les gens font semblant d'y être aussi. Un peu la désillusion du rêve américain. Oui. Parce que moi je l'ai entendu comme ça, il avait un peu de galère, échec, et là, il croit que son frère a réussi, il dit ton groupe et tout, puis finalement, il se réveille dans la petite cabane à côté de la dépendance, et puis waouh, il voit que son frère porte des valises, et je me dis, claque, encore une claque de désillusion du rêve américain, je pense, on dit souvent c'est l'Eldorado, tout comme enfin. Oui. Et ce qui est vraiment important, et ça j'insiste là-dessus, c'est que ce que vous ressentez est juste. Ce que je ressens moi est juste aussi. Mais c'est vraiment important au cinéma de ne pas se laisser faire par les explications de ma part non plus. Ce que vous ressentez est juste. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est juste. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être, parce qu'après, on va vous inviter à aller grignoter quelque chose avec nous, un petit cocktail qui vous attend. Il y a quelque chose qui m'a toujours un peu surpris, et d'ailleurs, bon, je crois que vous allez le sentir. On vous définit, comme on définit d'ailleurs certains cinéastes, on se dit comme cinéaste iranien. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'y rajouter la nationalité? Ça vient de ma part aussi. Moi, j'ai commencé mon rapport avec le cinéma, j'ai commencé dans le cinéma iranien. Je viens du cinéma iranien. J'ai grandi dans le cinéma iranien. D'ailleurs, ma mère, qui, j'espère, elle est là. Elle est là, maman? Elle est là, qui a travaillé aussi sur le film.
qui a fait les décors et les costumes formidables. C'est avec elle que j'ai appris le cinéma. Donc j'ai toujours eu l'impression que mon pays de cinéma, la première était l'Iran, la deuxième était la France. La France pour la cinéphilie et cette énorme variété de cinéma, ce qu'elle offre à un gamin pour voir le cinéma. Mais j'ai appris le cinéma en Iran, donc je peux le comprendre. Mais par ailleurs, je pense que les cinéastes, personnellement, je n'arrive jamais à voir une nationalité chez les cinéastes. Je vois des individus avec une culture venant d'un endroit, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant quand on résume les cinémas par pays. Parce que quand je vois en Iran, dans mon pays, la différence entre Kiarostami, Farhadi ou Panani, c'est des cinéastes complètement différents, avec des points de vue différents, chacun son truc. Chacun son écriture, chacun sa manière de s'exprimer. Quand je regarde les États-Unis, je dis toujours qu'un type comme Cassavetes, il est européen ou il est américain. Il est là-bas, mais ce qu'il propose comme cinéma se rapproche beaucoup plus à ici, ou même Ferrara. Oui, tiens, ici, ça tombe bien, vous avez fait un documentaire sur lui. Oui. Lui aussi, il se rapproche plus pour moi au cinéma, d'un point de vue de cinéma européen. D'où la difficulté pour eux de faire des films chez eux. Après, on a en France des Luc Besson. Lui, il est pour moi plutôt américain. Si on devait caser, c'est plutôt un genre de cinéma que le pays lui-même. Mais je peux très bien comprendre, et j'en suis fier, quand ils disent que je suis un cinéaste iranien. Pour faciliter. C'est par facilité, on le dit. Mais ça me va, hein. La création n'a pas de nationalité. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce que j'essayais de dire. Voilà. Écoutez, merci infiniment en tout cas d'être là.